Beurre FM. Des pays en débat. Pierre-Henri. Vous vous posez parfois des questions sur l'actualité, l'histoire ou la géographie d'un pays dont l'évocation vous est parfois familière et dont le plus souvent vous ignorez l'essentiel. Un pays en débat vous fournit l'occasion d'une mise à jour en quelques minutes. Et c'est aussi et surtout la possibilité de s'interroger tous ensemble sur les libertés individuelles et collectives à l'œuvre dans le pays ausculté. Un pays en débat, c'est alors la rencontre avec un ou une spécialiste du pays que j'interviewe. Ça vous plaît ? Alors, suivez-moi. Nous sommes bien sur Beurre FM. Musique religieuse que vous entendez, c'est la Manzouma. D'abord chantée en langue amharique dans le nord-est du pays, elle s'est étendue à d'autres régions, devenant une musique empreinte de nombreuses influences. Notre pays du jour, 2 fois plus grand que la France, compte en effet 120 millions d'habitants, des dizaines d'ethnies et de langues différentes. Aujourd'hui, nous vous parlons de l'Éthiopie, ce pays enclavé dans la corne de l'Afrique, qui a des frontières communes avec l'Érythrée, Djibouti, la Somalie, le Soudan du Sud et le Kenya. Pour les plus âgés d'entre vous, l'Éthiopie vous rappellera les musiques de Manu Dibango ou de Chanteurs sans frontières, artistes qui s'étaient mobilisés en 1985 contre la famine en Éthiopie. Le pays a pourtant un secteur agricole important qui emploie 80% de la population et contribue à 40% du PIB. Mais les cultures, sensibles aux variations climatiques, représentent un revenu très instable. L'Éthiopie est ainsi l'un des pays les plus pauvres d'Afrique. Cette situation critique est aggravée par l'instabilité politique et une démocratie de façade. Après des siècles de monarchie, une décennie de régime militaire, puis 4 ans de gouvernement transitoire, l'Éthiopie connaît en 1995 son premier modèle fédéral. Le pays dont la capitale reste Addis Abeba est partagé selon des critères ethniques et linguistiques en une dizaine de régions administratives autonomes. L'une d'entre elles, le Tigré, demeure la force politique majeure de 1991 à 2018, année où elle est écartée du pouvoir par l'arrivée du nouveau Premier ministre Abiy Ahmed, d'origine Oromo. Les tensions régionales basées sur l'ethnie explosent. À partir de 2020, l'Éthiopie est en guerre civile, opposant le Tigré à Addis Abeba, soutenu par l'Érythrée. Pendant les 2 ans de guerre civile qui suivent, l'ONU dénonce des massacres, viols et tortures perpétrés par les 2 belligérants. La population du Tigré, plongée dans l'insécurité alimentaire et privée d'accès aux services essentiels, vit sous blocus. Le conflit le plus meurtrier du XXIe siècle est responsable d'au moins 600 000 morts et 2 millions de déplacés. Un accord de paix met fin à l'affrontement en automne 2022. Le retrait des soldats érythréens du Tigré permet la reprise des services et de l'aide humanitaire. Actuellement, 22 millions de personnes nécessitent une aide humanitaire urgente en Éthiopie. Les perspectives de l'Éthiopie reposent essentiellement sur son industrie du textile et ses parcs industriels dans lesquels investissent la Chine, les États-Unis et l'Arabie saoudite. Reste à savoir si cela suffira pour reconstruire ce pays abîmé. Pour en parler, nous accueillons aujourd'hui Samson Yeman.
Alors, Samson Yehman est politologue à l'Université de Lausanne. Il travaille aussi pour l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés, l'OSAA, et depuis 2021, il est conseiller communal dans la ville de Lausanne. Samson Yehman, bonjour. Bonjour. Merci de venir parler sur l'antenne de Beurre FM de la situation en Éthiopie. Alors, l'ONU a dénoncé dans plusieurs rapports des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité commis par les forces éthiopiennes dans la récente guerre avec le Tigré. Pourtant, les responsables n'ont pas été inquiétés. Quelle est la situation réelle et comment peut-on envisager le futur politique de l'Éthiopie sur un déni ? Alors effectivement, c'est une très bonne question. Donc oui, selon moi, en tout cas, le Premier ministre, s'il doit faire une démarche coopérative, il doit accepter justement les enquêtes qui sont réalisées par les autorités internationales, parce qu'il signifie aussi d'accepter les crimes qui sont commis. Autrement dit, donc normalement, d'après ce qui s'est passé, Abiy Ahmed doit laisser la procédure de ces enquêtes. Mais après, il faut aussi se rendre à une autre réalité. C'est un Premier ministre qui tient à son pouvoir, qui tient à son siège. S'il accepte cette enquête-là, ça signifie qu'il reconnaît les crimes, ce qui signifie aussi peut-être, je dirais, certaines sanctions, voire même la fin de son pouvoir en Éthiopie. Donc, il joue quand même avec cette ambiguïté-là. Donc, il préfère freiner ces enquêtes et aussi donner toute la responsabilité à l'État de Tigré, comme si c'était uniquement une guerre qui a commencé et qui a été, je dirais, tout instrumentalisé par l'État de Tigré. Alors, ça veut dire qu'un processus démocratique et de réconciliation est évidemment peu imaginable. Alors, en plus, nous avons une enquête de Reporters sans frontières qui a condamné en février l'arrestation de journalistes et l'atteinte à la liberté d'informer. Alors, qu'en est-il exactement sur le plan des libertés individuelles et collectives en Éthiopie ? Alors, peut-être en préalable, c'est important de rappeler que lorsque Abiy Ahmed a été désigné Premier ministre, il a quand même effectué certaines réformes qui méritent quand même de le mentionner. Donc, lorsqu'il a été au pouvoir dès 2018, il a quand même libéré plusieurs prisonniers. Il a donné aussi l'autorisation d'exercer à certains médias leur métier. Donc, il y a quand même eu cette réforme qui mérite d'être valorisée. Après, effectivement, lorsqu'il y a eu cette guerre entre le pouvoir central et l'État de Tigré, là, effectivement, il y a eu une attaque, une oppression assez ferme à l'égard des journalistes qui avaient qui faisaient simplement leur travail, qui critiquaient le gouvernement central justement dans cette logique de centralisation. Et oui, donc effectivement, là, ça pose tout un problème justement sur l'indépendance des médias, sur la liberté d'expression dans les années à venir. À titre personnel, j'ai le sentiment que Abiy Ahmed il est plutôt dans un processus de centralisation de pouvoir, ce qui signifie qu'il a aussi tendance actuellement d'essayer de maîtriser le rôle des médias. Donc, il faudra en tout cas suivre de près. Oui, alors... Il y a peut-être un élément que je n'ai pas dit avant. On est quand même dans un système qu'on appelle l'ethno-fédéralisme, où les différentes provinces, en tout cas, ont une certaine autonomie de gouvernance de leur territoire. Et avec l'arrivée d'Abiy Ahmed, il y a ce rôle, ça s'est inversé. Donc, on a plutôt un État central qui veut tout contrôler, ce qui signifie aussi donc, la liberté d'expression des médias, y compris les États, les provinces, commencent en tout cas à être diminuées. Une question, comment expliquez-vous, vous parlez beaucoup du rôle des médias, mais comment expliquez-vous que finalement ce conflit au Tigré qui a fait près de 600 000 morts et 2 millions de déplacés soit passé sous les radars de la plupart des médias en Europe ? Alors, je pense que ça, il faut dire que c'est aussi la responsabilité des médias occidentaux. Le focus qui a été mis au début sur cette guerre, alors, effectivement, c'était assez
je dirais, véhiculé et visibilisé. Puis avec le temps, on s'est rendu compte que, en tout cas, ce conflit s'est plus ou moins normalisé, puis ça faisait plus autant de débats dans l'espace public, en tout cas en Europe. Et oui, c'est quand même assez, je dirais, assez critique la façon comment les médias fonctionnent. J'aurais aimé qu'on mette plus d'accent sur ce qui s'est passé. Si je dois comparer, on voit très bien ce qui se passe en Ukraine, et puis les informations viennent. Je trouve que la société civile est très bien informée ici en Europe sur ce qui se passe en Ukraine, et il n'y a pas eu ce même traitement, en tout cas, sur cette guerre civile en Éthiopie. Donc oui, à titre personnel, en tout cas, je suis assez déçu de cette méthode médiatique. D'accord. Autre question, au début de l'année, Abiy Ahmed s'est rendu en Europe en quête d'investisseurs étrangers. Mais alors, que peut offrir l'Éthiopie à ces investisseurs étrangers? Des terrains, des parcs industriels dans lesquels investissent par exemple aujourd'hui les Chinois, de la main-d'œuvre bon marché? De quoi s'agit-il? Alors, très bonne question. C'est vrai que lorsqu'il a été élu, il avait promis en tout cas à son pays que l'Éthiopie allait devenir une puissance économique en Afrique, etc. Et je sais que, alors, dans son discours, en tout cas, il compte beaucoup sur les main-d'œuvre. Hein. Je ne connais pas la population exacte en Éthiopie, mais il me semble que c'est le deuxième pays le plus peuplé en Afrique. Donc, il y a quand même cette volonté d'attirer les investisseurs étrangers en leur promettant la présence de cette main-d'œuvre. Donc, il y avait cette stratégie-là. Après, effectivement, des terres. Donc, il y a beaucoup de terres en Éthiopie. Donc, il y a cette stratégie vraiment de gagner la confiance des investisseurs étrangers et pour être aussi, il faut dire, un peu le centre de l'Afrique. Il faut dire, l'Éthiopie est quand même considérée, c'est là-bas qu'il y a le siège de l'Union africaine, donc c'est comme un État en tout cas qui a une certaine légitimité en Afrique. Et puis dans cette tendance-là, Abiy Ahmed voulait avoir une meilleure, je dirais, reconnaissance économique. Et c'est un projet, en tout cas moi, qui se tournerait autour de la présence de main-d'œuvre. D'accord. Maintenant, avec ce qui se passait, on va voir comment les investisseurs étrangers continuent à collaborer avec le gouvernement éthiopien. Merci Samson Yaman de cet entretien. Merci d'avoir écouté Un pays en débat, une émission produite par France Fraternité avec Beurre FM. Et merci à Zora, Alice et Ariane, sans qui cette émission n'aurait pu avoir lieu. C'était Des pays en débat, en partenariat avec France Fraternité.